quart d'heure thématique de Smart Bourse chaque soir, marché à thème. Le thème du jour, c'est le thème des matières premières avec le spécialiste Benjamin Louvet, gérant matières premières chez Ophi Asset Management, qui est à mes côtés en plateau. Bonsoir et bienvenue Benjamin. Bonsoir Grégoire. Petit commentaire sur l'entrée en place, l'entrée en piste de l'administration Biden sur le plan des hydrocarbures, moratoire sur les forages, sur les terres et les eaux fédérales, évidemment. Tout à fait. Blocage du projet Keystone, qui est donc ce fameux pipeline entre le Canada. Et les États-Unis. Est-ce qu'on est juste dans le domaine du symbole ou est-ce que déjà c'est un renversement de la réalité américaine et du lien très fort que les États-Unis entretiennent avec le monde des hydrocarbures en général? Alors on verra. Mais je voudrais juste rappeler une chose rapidement. C'est que les pétroles de schiste aux États-Unis se sont développés en 2008. Et que 2008, c'était l'administration Obama. Donc c'était une administration démocrate. Et qu'Obama est allé très loin, parce que je vous rappelle qu'à l'époque, aux États-Unis, il y avait une loi qui s'appelait le Oil Export Ban, qui interdisait d'exporter du pétrole américain avant de l'avoir raffiné. Le problème, c'est que le pétrole de schiste est un pétrole un peu particulier. On en a déjà parlé, il y a plein de pétroles différents, et ce pétrole est très léger. Au début, il a intéressé les raffineurs, et puis au bout d'un moment, ils en avaient trop. Ils ont dit, nous, ça ne nous intéresse plus. Et donc, Obama a été obligé de lever cette loi d'interdiction d'exportation pour exporter ce pétrole léger, et ils ont continué à importer du pétrole lourd. Donc, première chose, le pétrole de schiste s'est développé avec les démocrates. Donc ça, c'est un truc à garder en tête. Deuxième chose, vous l'avez rappelé, il va pouvoir interdire l'exploitation sur les terres fédérales. Et donc ça, c'est une vraie différence, parce qu'aujourd'hui, à part au Nouveau-Mexique et au Texas, un petit peu, vous avez l'essentiel des gisements qui sont sur des terres privées. Bon. Et là, Biden n'a pas la main. Sur les terres fédérales, ils peuvent faire baisser la production d'à peu près, par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui, d'à peu près 1 million de barils par jour. Mais les opérateurs sont malins. Ils savaient qu'il y avait un gros risque que Trump ne passe pas et que ce soit Biden qui soit élu. Et donc, ils ont déposé plein de permis sur les terres fédérales. Donc, ils ont une réserve de permis. Donc, l'impact ne sera pas tout de suite. Donc, l'impact est limité. Là où il pourrait être un peu plus fort, c'est dans le golfe du Mexique. Mais on n'en est pas là. Et puis, pour ce qui est de Keystone, on peut voir ça positivement, comme une sortie du pétrole. On peut voir ça aussi comme une manœuvre pour dire gentiment aux Canadiens, on ne va pas faire ça. Parce que comme ça permet de protéger le pétrole américain, parce que sinon le pétrole canadien a un accès au golfe du Mexique, bien sûr, et donc à l'exportation. Donc quelles sont les vraies intentions? Je pense que les intentions sont bonnes. Maintenant, le pétrole aux États-Unis, c'est 10 millions d'emplois directs ou indirects, des emplois plutôt au-dessus de la médiane en termes de salaire, donc des emplois bien payés. Et donc, dans l'arbitrage, ça compte. Il va falloir que Biden ménage la chèvre et le chou et tienne compte de ça quand il va devoir faire des arbitrages, bien évidemment. Bon. Néanmoins, les États-Unis sont prêts, visiblement, avec l'administration Biden, à rattraper leur retard, notamment dans le développement des énergies renouvelables, réintégration des accords de Paris, et puis des plans, des programmes d'infrastructure, entre autres, qui vont cibler justement ce domaine des énergies renouvelables. Dans une partie du sujet qui nous intéresse derrière ces énergies renouvelables, et que vous expliquez parfaitement bien, Benjamin, c'est que, très bien, on sera moins dépendant aux hydrocarbures demain, mais on gardera une dépendance très importante qui va se déplacer sur le terrain des métaux. Parce que pour le renouvelable, il faut des métaux. Alors, juste une remarque, vous parliez du retard. C'est un retard politique essentiellement, parce qu'en fait, bizarrement, les Américains ont baissé plus leurs émissions de CO2 ces dernières années que les Européens. Pourquoi? Parce qu'ils ont découvert le gaz de schiste, qui a fait effondrer les prix du gaz, et donc ils ont développé des centrales à gaz et ils ont fermé des centrales à charbon. Même si Trump était supportait l'industrie du charbon, la loi économique fait que les centrales ont été fermées et qu'on a ouvert plutôt des centrales à charbon. Donc il y a eu une migration déjà quand même vers des énergies moins polluantes. Le gaz pollue toujours, et dans certains États comme la Californie, on a développé les énergies renouvelables. Bon, une fois qu'on a dit ça, effectivement, on est en train de transformer une dépendance aux hydrocarbures en une dépendance aux métaux. Et ça, c'est un vrai sujet qu'il va falloir maîtriser sur le long terme. Il y a eu beaucoup d'alertes ces derniers temps. Quels métaux il faut préciser, Benjamin? Alors, de quel type de métaux? On va y venir, mais les alertes sont plus globales que ça. Bill Gates l'avait très bien résumé dans une intervention qu'il avait fait à un congrès de Stanford sur l'énergie. Il avait dit: les financiers qui m'expliquent qu'ils vont régler le problème des émissions de CO2 dans le monde en sortant des valeurs qui polluent, il va quand même falloir qu'ils m'expliquent comment, avec leur feuille Excel, ils font voler des avions et ils font rouler des camions. Je veux dire, à un moment, on a besoin de matières réelles, des actifs réels. Donc, si c'est plus le pétrole,
ce sont les métaux. Bon, alors quels métaux? Ça dépend des technologies. Je suis désolé, c'est pas si simple. Non. Mais il y a certains métaux qui sont spotés, par exemple, comme par la Banque mondiale, comme des métaux qui peuvent poser beaucoup de problèmes parce qu'ils sont utilisés de façon transversale dans toutes les technologies. Donc même s'ils devenaient moins utilisés dans une technologie, ils seraient utilisés par les autres. Donc il y a des gros besoins. L'aluminium, un gros besoin. Un autre métal qui pose un énorme problème, c'est le cuivre. Le cuivre, vous l'utilisez dans les éoliennes, il y a un alternateur, donc vous avez un alternateur qui va compter entre 400 kg et 4 tonnes de cuivre en fonction de la taille de l'éolienne. Vous l'utilisez pour les réseaux, vous l'utilisez dans les voitures électriques. Dans une voiture électrique, il y a 4 fois plus de cuivre que dans une voiture thermique. Donc vous avez une explosion de la demande. L'IFPEN, l'Institut français du pétrole et des énergies nouvelles, a monté un logiciel de simulation de l'évolution de la consommation de ces métaux, parce qu'il s'est intéressé à ce sujet. Et il arrive à la conclusion que pour le cuivre, compte tenu de l'utilisation dans les différents domaines, compte tenu, même avec un niveau de recyclage élevé, si on veut rester sous les 2 degrés, donc il va falloir développer beaucoup les énergies renouvelables, beaucoup la mobilité électrique, l'IFPEN arrive à la conclusion qu'en 2050, on pourrait avoir consommé 89% des réserves de cuivre identifiées sur la planète en 2010, avec un taux de recyclage élevé. Donc il faut bien comprendre que c'est un problème dont il faut qu'on s'occupe maintenant. Il faut repenser les voies du recyclage, il faut relancer la recherche minière. Et pour ça, je pense qu'on n'aura pas d'autre choix que d'accompagner les compagnies minières en poussant peut-être les prix des métaux à la hausse. Ça serait une bonne chose aujourd'hui parce que, 1, ça leur permettrait de relancer la recherche, 2, ça rendrait le recyclage plus compétitif, et 3, ça permettrait aux gens qui les financent d'exiger de leur part un degré d'engagement environnemental, social et de gouvernance très important. C'est ce que j'allais dire. Il va falloir que la finance règle ce problème par elle-même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on applique des critères extra-financiers avec des exigences très importantes. Et évidemment, acheter un pure player du renouvelable, c'est parfait parce qu'il n'y a pas d'émissions et donc tout va bien. Mais qu'est-ce qui se passe derrière? Voilà. C'est ça. Et donc la finance va se mettre en ordre de marche. Mais la finance l'a très bien compris d'ailleurs dans la taxonomie européenne. La nomenclature européenne de ce qui est vert, ce qui est gris et ce qui n'est pas sur les métaux, en expliquant que pour l'instant ils ne s'en sont pas occupés parce que c'est un sujet complexe, mais qu'il va falloir s'en occuper et qu'il va falloir trouver quelque chose pour l'industrie minière. Pourquoi? Parce que ces métaux justement sont indispensables. Et donc la taxonomie, les Européens en sont bien conscients et vont travailler sur ce sujet. On pourra acheter demain des valeurs minières et les intégrer dans un portefeuille ESG. C'est probable. Vous pouvez déjà le faire. Si vous faites une méthode, un portefeuille ISR avec une méthode de best in class ou best in universe, vous enlevez les plus mauvais du portefeuille et vous pouvez le faire. Le problème, c'est que généralement sur les métaux, ils sont globalement tous mauvais. Mais je vais vous donner un exemple, par exemple, pour bien comprendre de quoi on parle. Quand vous utilisez du pétrole pour vous déplacer ou pour faire de l'électricité, vous émettez énormément de CO2. Je ne parle même pas du charbon. Quand vous créez du cuivre ou pour faire ensuite ces éoliennes ou ces panneaux solaires, vous allez émettre du CO2, mais beaucoup moins que quand vous brûlez du pétrole. Donc il y a déjà une question de relativité. Et puis après, il faut être très clair, il y a un métal qui est beaucoup plus, enfin 2 métaux, on va dire, qui sont beaucoup plus néfastes que les autres en termes d'émissions de CO2. À eux deux, ils représentent pratiquement 90% de toutes les émissions de CO2 du secteur. Il y en a un qui représente 68% des émissions de CO2. C'est l'acier, parce que pour faire de l'acier, il vous faut du charbon. Voilà. Du charbon métallurgique, mais il vous faut du charbon. Donc vous émettez beaucoup de CO2. Et donc l'acier, à lui tout seul, représente à peu près 68% des émissions. Donc un portefeuille qui prendrait des valeurs du secteur minier, mais qui enlèverait l'acier, a priori, aurait un portefeuille qui pourrait se prévaloir d'un certain effort en termes d'ISR. Ça veut dire aussi que ces métaux-là vont être de moins en moins cycliques, peut-être, quand on est dans une approche d'investisseur. J'ai le sentiment que... de moins en moins cyclique, le cuivre étant l'emblème justement de ces métaux très cycliques. Je ne sais pas sur le long terme, Grégoire. Ce que je sais, c'est une chose. La crise du Covid a fait baisser nos émissions de CO2 d'à peu près 6, voire 7%. Selon l'ONU, entre 2020 et 2030, il faut que nos émissions de CO2 baissent de 7,6% tous les ans. Donc il nous faut un impact du type Covid tous les ans en termes de réduction des émissions. Donc la transition énergétique, elle va se faire à marche forcée. Donc elle va être massive et rapide. D'accord ? Donc les besoins vont être énormes. Je ne suis pas allé jusqu'au bout à l'heure du raisonnement de l'IFP, mais ils sont allés voir ensuite le Chili, qui est le plus gros producteur de cuivre, et ils ont montré les chiffres. Alors autant vous dire que les Chiliens
avec Ils une ont banane sourire, jusqu'au milieu des oreilles. Mais au bout d'un moment, ils leur ont dit, mais dans votre modèle, vous mettez quoi comme chiffre pour la croissance de la production de cuivre chez nous? Et donc, les gens de l'IFP ont répondu aux alentours de 4,5% par an. Et là, les Chiliens ont répondu, mais on ne sait pas faire. Nous, on sait faire 2,5% par an. Donc, vous avez un double problème. Vous avez la taille du réservoir, et puis après, vous avez la taille du robinet. Mais bien sûr. Et ça, c'est un deuxième problème qu'il va falloir arriver à gérer. Donc, on a besoin, et puis il y a un problème géopolitique aussi. On a construit notre géopolitique autour des énergies fossiles. Nos rapports, ils sont avec l'Arabie Saoudite, ils ne sont pas avec la République démocratique du Congo. Nos rapports avec la Chine vont devoir s'améliorer parce qu'aujourd'hui, le cobalt, c'est 60% de production en République démocratique du Congo, mais c'est 80% de raffinage en Chine. Donc, il faut repenser beaucoup de relations géopolitiques aussi. Ça fait beaucoup de choses à faire. Oui, non, mais bon, on en reparlera. Mais les métaux sont un vrai au sujet. cœur, voilà, c'est ça, au cœur de la transition écologique. On en avait déjà parlé pour les métaux précieux, avec l'argent, avec le platine, qui est aussi très utile pour l'hydrogène. Donc, il y a plein de métaux comme ça. Ils sont au cœur de la transition énergétique et ça va devenir un point extrêmement important. Et je pense que ces métaux ont de beaux jours devant eux pour les années qui viennent. Merci beaucoup, Benjamin. Merci d'être venu nous voir ce soir pour évoquer donc ce sujet, métaux et transition énergétique. Les deux vont de pair aujourd'hui. C'est un sujet crucial pour les prochaines années. Benjamin Louvet, gérant matières premières chez Ophi Asset Management, avec nous dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. Très bon début de soirée. On se retrouve demain en direct à 12h30 sur l'antenne de Bismart.